pour aujourd'hui, on vous l'a annoncé, on voulait parler de la scène politique française, des débats qui l'animent et bien sûr, a fortiori, de la question de la présence de l'islam et des musulmans au sein de ces débats. Du coup, bon, pour recontextualiser un petit peu, hein, vous le savez, dans quelques mois, on va élire notre nouveau président ou réélire le président actuel. Les candidatures, elles se multiplient en ce moment et on voit bien que au sein des débats et même des prises de position de l'ensemble des candidats, il y a un thème qui transcende l'ensemble de ces partis politiques, c'est la question de l'islam, de la visibilité des musulmans, de la présence même des communautés musulmanes au sein de la communauté nationale française. Alors, du coup, pour moi, ma première question, Tariq Ramadan, c'était comment est-ce que vous analysez ce phénomène et est-ce que vraiment ce phénomène, on peut dire qu'il est nouveau? Bien, encore une fois, je tiens à nous excuser auprès de ceux qui nous suivent sur Facebook parce que on voulait pouvoir être à deux sur le live, mais on a un petit problème technique, donc nos excuses pour cela. À côté de ceci, merci encore Faiza de prendre cette initiative de pouvoir organiser en plus de nos rendez-vous mensuels et bien des lives sur des sujets d'actualité. Et puis qu'on puisse de ce point de vue aussi utiliser les réseaux sociaux pour cette fin utile d'une certaine façon. Alors, par rapport à votre question, et je pense que c'est vraiment comme ceci qu'il faut commencer, c'est-à-dire se poser la question, quand on fait l'état des lieux, assiste-t-on à quelque chose de nouveau, en particulier par rapport à la question de l'islam. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous ne sommes pas du tout en face d'un nouveau phénomène. C'est-à-dire que la question qui a été posée et qui est revenue et qui est récurrente en France, effectivement, eh bien, on le sait depuis 1989 avec la première affaire des foulards, eh bien, avec la nouvelle visibilité des musulmans, et des citoyens français de confession musulmane, on a le retour cyclique de ces mêmes débats. Donc il y a quelque chose de très très ancien maintenant, ça fait pratiquement plus de 30 ans, 35 ans que ces questions reviennent de façon lancinante. Elles reviennent en particulier au moment des élections, au moment de décisions particulièrement importantes pour la société française. Donc rien de nouveau quant au fait que l'islam participe du débat politique. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau néanmoins? Qu'est-ce qui est de ce point de vue quand même nouveau? C'est que les premières questions étaient posées de la façon à ce que les symboles de la visibilité, et le premier symbole de la visibilité, c'était effectivement le foulard, souvenez-vous, ça a commencé par cela. Ensuite, il y avait les mosquées. Ensuite, il y avait, en plus de ceci, avec les mosquées, il y avait les minarets, puis il y avait les prières dans la rue, et puis ensuite il y avait tout ce qui concernait la viande, et donc tous des éléments qui sont venus s'ajouter les uns aux autres pour mettre en évidence que l'islam faisait problème et que de ce point de vue, il fallait que la pratique musulmane, souvenez-vous de ce qu'avait dit le ministre de l'Intérieur, il fallait que la pratique musulmane se fasse discrète. On a même d'ailleurs des leaders qui ont dit il faut aujourd'hui qu'en France l'islam soit discret. Donc on a eu des étapes dans la discussion. Et à un moment donné, c'était le foulard qui posait problème. Donc la visibilité, c'était la mosquée, c'était les prières dans la rue, puis ensuite ça a été la nourriture, puis ensuite ça a été les piscines, puis ensuite on a chaque fois eu des problèmes. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau maintenant? C'est que à un moment donné de l'histoire, il y a 30 ans, c'est une caractéristique visible de la religion qui pose un problème. Et on dit aux musulmans, vous ne serez jamais vraiment citoyen tant que vous aurez cette visibilité-là, parce que la laïcité, c'est l'invisibilité, parce que l'intégration en France, c'est une sorte, c'est ce que dit maintenant de façon assez claire, l'assimilation. Et à un moment donné, cette assimilation, c'était effectivement l'invisibilité de la présence.
Ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui, c'est que ça n'est plus une question qui est posée sur un élément de la pratique, mais c'est qu'on avance, on va chaque fois un pas plus loin. Et aujourd'hui, vous avez des acteurs, c'était à l'époque le propos de l'extrême droite, c'est devenu maintenant normalisé, c'est que vous avez par exemple, et il est suivi de ce point de vue-là, ça n'est pas une pratique de l'islam, ça n'est pas une interprétation de l'islam qui est problématique, c'est l'islam qui paraît devenir problématique. Et on pousse chaque fois le bouchon plus loin dans le débat, au point que ça n'est plus simplement votre pratique qui est un problème, c'est qui vous êtes. Et euh, effectivement, on peut se dire c'est que l'extrême droite ou que c'est un agitateur, un polémiste comme Zemmour qui le dit, mais il est en train de baliser d'une certaine façon à la suite de tous les discours qu'on a eus pendant ces dernières années. Est-ce que historiquement parlant, puisque vous parliez tout à l'heure de l'affaire de Creil, c'est vraiment la première affaire médiatique et même médiatico-politique qui a cristallisé l'attention sur la question du foulard et donc de la visibilité des musulmans. Est-ce que vous pensez qu'historiquement parlant, on peut faire un parallèle avec ce problème et ces éternels débats sur l'assimilation des Français de confession musulmane et grosso modo un petit peu leur dilution dans la société française et un certain nombre de faits qui n'ont pas été directement inhérents à l'islam, mais je parle plutôt des crimes racistes, par exemple, qu'il y a eu dans les années 80 et qui ont beaucoup touché les populations franco-algériennes, les populations issues de l'immigration maghrébine. On sait qu'ils ont été victimes d'un certain nombre de discriminations. Et il y a des historiens qui font justement un parallèle entre les discriminations qu'ils ont subies dans les années 70-80 jusque les années 90. Et on a l'impression que ces débats sur l'immigration, sur la présence de l'immigration, ont un petit peu muté avec des débats sur la question justement de l'islamophobie et donc des musulmans. Même si on ne les a pas nommés comme ça. Est-ce que vous partagez un petit peu cette vision-là? Est-ce que vous faites ce parallèle-là ou est-ce que vous pensez que ce sont deux périodes différentes et qui s'expliquent différemment? Ah, pas du tout. Je pense que cette analyse-là, elle est juste. Mais elle n'est pas juste simplement sur le plan interprétatif, elle est juste sur le plan factuel. Sur le plan factuel, si on regarde les faits et l'histoire, on s'aperçoit effectivement qu'il y a une conjonction de considérations qui vont parler de l'étranger ou de l'ancien colonisé, de l'immigré et de l'islam. Au point d'ailleurs que jusqu'à aujourd'hui encore, quand on parle de l'islam, c'est encore une affaire d'immigrés. C'est comme si on était encore en train de parler d'étrangers qui devaient s'assimiler. C'est la rengaine. C'est comme si, en fait, tant que, par exemple, votre nom n'est pas considéré comme un des noms qui est celui du paysage français, ou que votre religion, ça n'est pas le christianisme ou le judaïsme, vous êtes encore considéré comme, ou on considère encore l'islam comme une religion étrangère. Or, je le répète moi depuis 30 ans, l'islam est une religion française, une religion européenne et une religion occidentale, parce qu'il y a des millions et des millions de femmes et d'hommes qui sont européens, occidentaux, de confession musulmane et français en particulier. Donc ça, c'est un premier problème. Et quand on remonte historiquement, alors vous aviez parlé des années 80, mais on peut remonter bien avant ceci, c'est-à-dire que même à l'époque coloniale, à partir dans tout ce qui est l'histoire de la France avec les anciennes colonies, avec l'Algérie au premier, quand vous lisez par exemple, alors, on se plaît aujourd'hui à entendre des gens qui célèbrent la mémoire de Renan. On peut célébrer la mémoire de Renan sur le plan du rationalisme, on le peut moins sur le plan culturel et sur le plan humain. C'est un raciste qui a pensé que les Arabes étaient juste au-dessus des Noirs dans la hiérarchie qui les menait aux singes, parce que tout en haut, c'était les Blancs quand même, c'est ça. Et que l'islam est lié à ça. L'islam, c'est la religion des Arabes, c'est-à-dire ceux qui sont la troisième catégorie sur la hiérarchie des races.
Et dans la hiérarchie des races, la hiérarchie des cultures et des civilisations. Donc on le voit bien depuis la fin du 19e siècle, le 20e siècle, jusqu'au début de ces questions en 1980, l'islam est lié à l'immigré, est lié à l'étranger, est lié au racisme. Et ce racisme qui était le racisme à la fois anti-arabe, comme il est aussi le racisme anti-noir, parce qu'il faudrait maintenant que quand même les Arabes et les Noirs comprennent que de ce point de vue-là, c'est pas, il ne faut pas qu'ils s'opposent les uns aux autres en faisant une surenchère du racisme, en disant vous les Arabes, vous êtes des racistes, vous les Noirs, vous êtes des racistes contre les Arabes. De toute façon, il y a des racistes noirs, il y a des racistes arabes, il y a des racistes blancs, il y a des racistes transversalement. Mais il y a un vrai contentieux historique qui a associé de ce point de vue l'islam au noir et à l'arabe, à l'Afrique d'un point de vue général. Et quand on a des actes racistes, c'est pour ça que la source est la même. Alors ceux, par exemple, je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec Ménard qui disait non, 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 il n'y a pas de racisme anti-musulman parce que l'islam, c'est pas une race. Alors, déjà, les races n'existent pas, mais ce qu'on appelle en anglais le mindset, c'est-à-dire la tournure psychologique qui fait qu'à un moment donné, on peut rejeter l'arabe ou rejeter le noir, et bien de la même façon, elle s'est exprimée vis-à-vis du musulman. C'est-à-dire, il y a ce même rejet de la personne pour ce qu'elle est. Et donc, c'est très, très, très ancien. Raison pour laquelle, ce qu'il faut dire par rapport à votre question, pour élaborer sur votre question, on ne pourra pas simplement sortir de ce débat l'islam en disant oh il faut que vous acceptiez l'islam et la religion sans comprendre que les ramifications sont raciales, sont historiques et en même temps sont liées à une certaine idée qu'on se fait de son pays. Parce qu'au bout du compte, quand vous lisez ce que certains ou ce que vous voyez ce que certains pensent de la France blanche, chrétienne, et qui voit son unité autour de ce socle culturel et qui ne conçoit pas que la France aujourd'hui soit multicolore, multireligieuse, multicommunautaire au sens des appartenances culturelles et des mémoires, eh bien, ceux qui définissent la France de façon monolithique, ceux-ci ne peuvent concevoir l'islam que par association à l'arabe et au noir, donc à l'étranger, donc à l'immigré, donc aux facteurs exogènes. Pour revenir à la question globale qu'on avait choisie aujourd'hui, donc la question politique hein, en France et la présence de l'islam au sein des débats politiques, est-ce que vous avez un conseil à donner aux communautés musulmanes qui nous écoutent pour justement appréhender et adopter la bonne réaction ou en tout cas une réaction adéquate à justement les débats qui les visent, qui les stigmatisent et dans lesquels ils sont systématiquement le sujet sans pour autant être forcément des acteurs. Alors, encore une fois, en termes de conseils, je pense que l'angle par lequel vous avez abordé notre interview ce soir, il est très juste. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas entrer dans ce débat comme si nous le commencions. Il y a un passif, il y a une histoire et il y a une mémoire. Il faut savoir d'où ça vient. Et il faut savoir que non seulement il y a cette idée que l'islam est la religion de l'immigré, est la religion de l'étranger, est la religion de l'Afrique, et cette idée que on vient nous remplacer, l'idée de ce grand remplacement, il y a cette idée-là, parce que si aujourd'hui, le Geert Wilders, qui a dit en Hollande, par exemple, ce qu'on entend aujourd'hui dire par l'extrême droite française depuis longtemps et par encore de façon beaucoup plus tonitruante aujourd'hui par Zemmour. Il a déjà dit présence exponentielle de la présence étrangère, prise de possession de l'islam, le grand remplacement, nous allons disparaître. Donc cette idée de la disparition de soi, la colonisation silencieuse par l'autre, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui s'installe aujourd'hui en Europe et qui s'est impliqué et qui est maintenant en train de façonner une mentalité. Donc quand nous on voit ceci, il faut se dire bon ben ça vient d'où tout ceci. Donc il faut avoir une conscience de cette histoire-là. Il faut avoir une conscience de cette histoire-là et en plus des faits, il faut comprendre que ce qui fait gagner aujourd'hui les extrêmes
l'extrême droite, et tous ceux qui tiennent les mêmes propos ou qui les suivent et qui sont emportés dans ce discours-là, qu'est-ce qu'il leur donne aujourd'hui un impact? Qu'est-ce qui leur donne une crédibilité? Qu'est-ce qui leur donne une audience? Eh bien, c'est deux choses. C'est une utilisation des chiffres et l'entretien de la peur. Et quand vous me posez la question, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? Eh bien, de ce point de vue, il faut avoir une connaissance de l'histoire et des chiffres, et il faut tenir compte de la peur qui est en face de nous. Il ne faut pas la nier, cette peur. Quand on entretient la peur et quand les médias entretiennent la peur, quand on donne dans les médias autant de place à ceux qui alimentent la peur, qui alimentent la division, il faut l'entendre. Et donc, il faut avoir de ce point de vue-là une réinterprétation plus objective des données historiques. En disant, attendez, vous êtes en train de nous dire aujourd'hui qu'on n'est pas intégré, qu'on ne sait pas ce que c'est que la France, que finalement nous ne serons véritablement intégrés que quand nous serons totalement, que nous aurons tout laissé de notre mémoire et de notre culture et de notre religion. Mais regardons les chiffres. Regardons les chiffres. Nous en sommes maintenant à la 4e et 5e génération. Contrairement à ce que vous nous dites, ça fait maintenant 50 ans, 60 ans que vous nous parlez toujours de la 2e génération, comme la 2e génération avait toujours ce même effort à faire. C'est-à-dire que c'est une 2e génération qui est toujours jeune, qui ne vieillit pas et qui ne s'installe pas, en fait. Ce discours-là, c'est un discours avec une connotation idéologique très, très forte. Eh bien, il faut montrer, fait à l'appui, combien, depuis aujourd'hui 60 ans, cette présence des Françaises et des Français de confession musulmane, des Européennes et des Européens de confession musulmane, s'est véritablement installée sur le plan social, sur le plan scolaire, sur le plan du travail, sur le plan de la présence, et quelle est leur contribution intellectuelle, culturelle et économique à ce pays. C'est ça aussi, c'est ces chiffres-là qu'il faut mettre en évidence, non pas nous dire votre différence visible nous gêne, mais notre similitude d'acteurs intellectuels, de citoyens engagés dans sa société, qui travaillent dans tout, on les voit partout aujourd'hui dans tous les corps de métier. Donc il faut de ce point de vue-là répondre aux faits par les faits et refuser une certaine interprétation d'histoire récente de la France ou de l'Europe. Ça, c'est un premier élément. Sans compter en plus de dire arrêtez de nous parler d'immigration chaque fois que vous parlez d'islam. Aujourd'hui, les Français de confession musulmane sont aussi français que les autres et encore une fois, de ce point de vue-là. Donc, il faut dire à nos jeunes et à nos moins jeunes, ne recommencez pas et ne tombez pas dans le piège de ce débat qui est perpétuellement relancé comme s'il était neuf alors qu'il est éculé et vieux. Et il faut que vous y répondiez par une connaissance de l'histoire, des chiffres qui montrent que ce qu'on dit, ce que dit par exemple aujourd'hui l'extrême droite, n'est pas vrai. Le deuxième élément, c'est celui de la peur. Et là, quand vous avez en face de vous des concitoyens qui ont peur parce que on vous présente comme suspect. Ah, par exemple, je veux dire, on discute avec une personne récemment qui est une personne ouverte d'esprit, qui regarde son pays, qui dit, mais moi, quand je suis dans le métro et puis que je vois quelqu'un qui lit le Coran, je me dis, peut-être que c'est le dernier moment où il lit le Coran avant de se faire sauter. Alors on peut en rire, mais après on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait passer dans l'esprit d'une population, dire la personne qui lit le Coran est en train d'exprimer ses dernières volontés pour exprimer sa haine. C'est-à-dire que sa recherche de paix personnelle, c'est perçu par nos concitoyens comme l'annonce d'une guerre, l'annonce d'une explosion. Quand on est à ce niveau-là, eh bien nous, il ne faut pas s'excuser d'être musulman et de jouer les gentils. C'est-à-dire que l'attitude de certains de nos leaders aujourd'hui, musulmanes et musulmans, qui voyant cette peur, pensent que pour enlever la peur de mon interlocuteur, pour que je lui fasse des sourires, que je sois béni, oui, oui, eh bien ça, c'est le meilleur moyen pour que les gens ne nous fassent pas confiance. En disant, oui, oui, mais c'est encore ce dont on a souvent taxé, le double langage, cette espèce d'attitude mielleuse. Non, il n'y a qu'une seule façon de répondre à la peur. C'est qu'à l'expansion de l'insécurité, il faut développer une révolution de l'espace de confiance. Des espaces de confiance, ils se passent comment?
Les espaces de confiance, on vous fait confiance. Quand dans votre société, vous devenez une valeur ajoutée, que vous apportez quelque chose, que vous y apportez. Alors, nous, on a une richesse dans la citoyenneté française de confession musulmane. La communauté musulmane la plus importante du monde occidental proportionnellement à la population. C'est un nombre énorme, avec un potentiel et une vivacité et une jeunesse extraordinaire. Et on est dans tous les corps de métier, les personnes sont présentes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aller dire, moi je suis musulman, je suis gentil, vous savez, ben, je peux boire de l'alcool, je mange du porc, et puis je ne suis plus rien de ce dont vous avez peur. C'est-à-dire cette espèce de façon de nous dire, quand on entend un certain nombre d'acteurs politiques aujourd'hui, vous ne serez des bons musulmans que quand vous ne le serez plus, en fait. C'est ça qu'on nous dit. Vous ne serez de bons musulmans que quand vous ne le serez plus. Eh bien, nous, c'est le contraire. C'est de montrer aujourd'hui, avec une affirmation de soi, avec une conscience de soi, avec le courage d'être soi d'être de ce point de vue-là, de pouvoir participer au débat intellectuel. Mais pas uniquement quand on nous parle d'islam. Qu'est-ce que vous dites sur l'éducation? Qu'est-ce que vous dites sur la santé? Qu'est-ce que vous dites sur le Covid? Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui sur la politique écologique de ce pays? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Donc, il faut être prêt, mais en assumant ce que l'on est. Être une valeur ajoutée. Et quand vous êtes une valeur ajoutée, on ne vous regarde pas avec la peur de ce que vous perturbez, mais avec la confiance de ce que vous construisez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est important aujourd'hui. Et donc, à un moment donné, dans tout ce débat-là, il faut avoir une conscience. Ce que je suis en train de dire, c'est la conscience longue. Et c'est surtout de ne pas tomber dans le piège être moins soi pour faire plaisir à qui nous ne sommes pas. Et puis la deuxième des choses, d'aussi penser que tout va se jouer dans l'élection présidentielle. Il faut comprendre que le problème de la France n'est pas un problème de président, c'est un problème de système. C'est systémique, le problème. C'est les fondements de ce qui est en train de se jouer au niveau social. Au point d'ailleurs, pour tous ceux qui le connaissaient avant qu'il devint président, qu'on peut voir que le système a cette capacité de changer totalement la position d'un président quand il est en exercice. Et peut-être même qu'il reviendra à ses premières amours quand il sera plus président, mais ce sera trop tard. Mais c'est un système qui peut le changer. Il n'avait pas du tout cette position-là. Moi, je connais une personne qui le connaît personnellement, qui dit, mais il n'était pas comme ça du tout. Il a totalement changé parce que l'exercice du pouvoir et la compétition avec l'extrême droite fait que il change. Ça peut juste nous dire une chose, c'est qu'il n'est pas forcément très convaincu de ce qu'il pensait dans le passé. Et ça veut dire aussi qu'on se rend compte que le système est très puissant. Alors justement, est-ce que vous croyez à une possible émergence d'une alternative politique qui soit portée par les musulmans? Alors je pose la question vraiment de manière complètement neutre, hein. J'ai moi-même pas vraiment de position là-dessus parce que c'est un sujet qui revient souvent où on nous interroge sur il y a des partis politiques musulmans comme l'UDMF par exemple, pour pas les citer, mais c'est les premiers qui me viennent en tête, je suis désolée pour eux. Il y a des gens qui nous disent, voilà, aux élections par exemple, en région parisienne, là où ils ont posé des listes pour les régionales, ils ont fait des scores dans des quartiers où il y a une forte population musulmane qui avoisine les 1 ou 2% et encore avec beaucoup de difficultés. Est-ce que pour vous, c'est la construction justement de ce type d'initiative à moyen terme ou même à long terme, est-ce que pour vous c'est quelque chose qui peut porter ses fruits ou est-ce que justement les initiatives communautaires elles sont plutôt contre-productives? Écoutez, moi je me suis exprimé depuis une trentaine d'années parce que en fait, avant l'expérience française, il y avait eu l'expérience anglaise et américaine. Mais en particulier l'expérience anglaise où il y avait un parti musulman déjà à partir des années 79. Après la révolution iranienne, certains ont pensé qu'en faisant un parti musulman, on allait y arriver et ils faisaient les mêmes scores, hein, 2%, 3%, 4%. Et en fait, c'était une fausse bonne idée. C'était l'idée, on peut développer une pensée musulmane qui va être une alternative et créer un parti politique. Et c'est une très, très mauvaise idée. Une très mauvaise idée parce qu'elle développe un type de rapport à la question politique qui renforce le positionnement minoritaire. Or, c'est exactement le contraire de ce qu'on dit. C'est-à-dire, savoir que nous ne sommes pas en majorité sur le plan religieux ne doit jamais, jamais nous mettre dans une position de penser que nous sommes minoritaires d'un point de vue citoyen. Donc, d'un point de vue citoyen, nous sommes avec tout le monde.
Et donc, ce qui devrait motiver sur le plan local notre action, c'est une action fondée sur des principes. Alors moi, j'aime bien toutes ces initiatives sur le plan local parce que ce que je dis depuis longtemps, je pense, il faut vraiment qu'on comprenne ceci. C'est que ce qui va se jouer dans les prochaines années et les prochaines générations, et moi, quand j'avais écrit mon intime conviction en 2009, j'ai dit, il nous faudra 2 générations. C'est de se dire, attends, il faut aujourd'hui des initiatives locales, mais qui soient portées sur des principes, sur un projet social local qui est posé sur des principes et qui questionne, par exemple, tout ce qui est la politique urbaine, la politique de l'emploi, la politique, l'écologie, l'architecture, la politique de la ville, l'éducation. Tout ça, ce sont des sujets sur lesquels on peut se retrouver avec peut-être même des partis qui ne sont pas forcément les 2 grands partis ou les 3 grands partis qui se présentent aujourd'hui, que ce soit les Républicains ou En Marche. Non, c'est peut-être pas forcément ceci qui va se jouer. Il y a d'autres alternatives, mais pas des partis musulmans. Trouver des citoyennes et des citoyens athées, juifs, chrétiens, musulmans, mais avec lesquels on a un projet où on a compris que euh, la créativité de la dynamique sociale, elle sera d'autant plus forte qu'elle tirera parti de la diversité des mémoires, des cultures, des origines, des esprits et de la contribution de chacun. C'est cela aussi qu'il faut. Et nous, on comprend, ah ben non, on va se réunir en tant qu'entre musulmans. Le problème qui va s'ajouter à cela, c'est que, en fait, aujourd'hui, on le savait déjà, on en discutait déjà au début des années 2000, c'est que vous avez des citoyens français de confession musulmane qui sont plutôt à droite, vous en avez même qui sont à l'extrême droite, puis vous en avez qui sont à l'extrême gauche, puis vous en avez sur tous les éventails. Donc l'idée que parce qu'on est musulman, on a le même positionnement politique, ah ben moi j'ai des interlocuteurs de confession musulmane, ils me font peur. C'est des petits bourgeois, des capitalistes qui ne pensent qu'à l'argent et puis qui vont halaliser, je veux dire, cet esprit mercantile. Ah ouais, ben, je me suis pas dans la même barque qu'eux, c'est pas avec eux que je vais développer un projet social. Et puis il y en a d'autres, effectivement, qui sont des littéralistes et puis qui disent qu'ils ne font pas de politique, mais qui font de la politique en soutenant les gouvernements dictatoriaux les plus dangereux. Je ne serai pas non plus avec eux. Donc à partir d'un certain moment, notre pensée, notre référence, elle fait émerger en nous non pas un espace clos de l'appartenance religieuse, mais un espace ouvert de l'expression de principe. C'est totalement différent. C'est pas l'espace clos de mon appartenance religieuse, puisque je sais que même avec certains de mes coreligionnaires, je vais pas me retrouver dans le projet social. Mais c'est un espace ouvert où nous réunissent des principes. Et on a plein de personnes qui sont nos concitoyens et qui ont cette démarche et qui ont cette ouverture et qui y sont prêts. Simplement, il faut sortir de notre zone de confort. Il faut sortir de nos espaces un tout petit peu clos. Il faut aller. Et puis, il faut surtout arrêter d'être et d'accepter d'être le terreau électoraliste d'un certain nombre de partis qui se présentent de gauche, qui ont perdu complètement la main sur le plan de la base, qui ne sont plus du tout sur le plan de l'emploi, et puis qui se disent ah ben avec les musulmans, ben c'est bien parce que alors il y en a certains c'est l'ancien trotskiste, d'autres ils nous disent ah ben on a changé, mais ils ont peut-être changé pour certains, ce qu'on peut admettre, hein, politiquement on peut changer, mais quand on s'aperçoit que la façon dont ils défendent l'islam et les musulmans est un peu de nature populiste et à la recherche de voix, on comprend bien que certains sont prêts à nous utiliser dans les limites de ce qui les arrange pour pouvoir gagner des élections et qu'ils veulent bien que certains soient membres, mais qu'ils ne disent pas tout ou qu'ils ne s'expriment pas complètement ou même qu'ils s'assimilent à un discours ou que sur certains sujets, ils n'aient pas leur mot à dire. De ce point de vue-là, il faut vraiment être critique par la façon dont certains milieux de gauche qui ont perdu pied avec la base ont pensé qu'en récupérant les musulmans, ils récupéreraient la base et donc un électorat. Ceux-là sont plus des manipulateurs que des alliés. On assiste depuis
un an à peu près à une offensive, je dirais, une offensive politique liberticide qui vise les communautés musulmanes depuis, grosso modo, je vais rattacher ça à l'attentat qui a visé Samuel Paty. Avec des perquisitions sur des responsables de culte, sur des responsables associatifs, des gels de comptes, des dissolutions d'associations, toutes sortes de procédés d'intimidation qui ont directement ciblé l'autonomie, l'émancipation, l'organisation même de structures musulmanes ou de défense des musulmans. Est-ce que vous avez un conseil à donner à ces structures ou à ces personnes qui portent un petit peu une voix dissidente dans la mesure où là, on sait que sur les 6 prochains mois, l'élection présidentielle va faire que le gouvernement va manifestement encore appuyer un petit peu plus fort sur l'accélérateur. On l'a vu encore ce matin avec les perquisitions qui ont visé la mosquée de l'Elso à Strasbourg. Et on se demande si vraiment en fait ce gouvernement a des limites et ça a forcément un impact sur les personnes qui portent justement cette parole musulmane, cette parole dissidente. Moi j'entends beaucoup de militants qui me disent maintenant il faudrait qu'on recule un petit peu de ce qu'ils appellent un peu la lumière ou la mise en lumière, parce qu'ils ont peur, parce ils pensent être les prochains sur la liste, avec des guillemets, parce qu'ils ont peur pour leur vie privée, parce que ça aura des répercussions indéniables sur leur situation professionnelle, leur situation familiale. On connaît les méthodes, hein, les contrôles fiscaux, tout ce qui est un petit peu, enfin, qui parasite en tout cas la vie. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux personnes qui voudraient s'engager, continuer de s'engager, à celles qui sont déjà engagées et à celles qui ne s'engagent pas pour ces raisons, justement? Bah, écoutez, ça c'est une question, c'est la question de notre avenir, finalement. C'est qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ce qui se présente. Alors, écoutez, il y a plusieurs années de cela, euh, tout de suite après le 11 septembre, moi j'avais fait face à une situation où on m'avait interdit d'entrer aux États-Unis sur des questions fallacieuses. Et j'avais discuté avec des leaders américains et je leur ai dit qu'il faut faire extrêmement attention. C'est-à-dire que ceux qu'ils visent, ce ne sont pas les extrémistes. C'est-à-dire la lutte contre l'extrémisme va être et va avoir et le vêtement par lequel on va neutraliser les voies alternatives. Parce que moi, effectivement, je posais beaucoup de questions à Bush et je m'en étais pris directement à cette rhétorique, vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous. Et ça m'a valu le fait d'être interdit des États-Unis pendant 6 ans. Et tout à coup, avec Obama, on nous a dit que les choses changeaient, on s'est aperçu que l'enveloppe changeait, mais que la politique restait là. En France, moi, je l'avais dit et je le savais, puisque avant toute mon affaire, on était venu me voir, le DGSI était venu me voir pour me laisser entendre, attention, on vous a à l'œil. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on a à l'œil, c'est pas les extrémistes et c'est même pas les islamistes. Ce sont les gens qui, au niveau de la communauté musulmane, sont en train de dire à leurs co-religionnaires, vous êtes français, vous avez des droits, il faut les défendre. Et que ceux qui apportent ce discours-là, en disant même, on ne veut pas de parti islamique, on veut participer à égalité de droits. Ça, ce discours-là est devenu dangereux. Et quand il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, qu'on m'a annoncé avant que ça m'arrive, j'ai dit à certains, je suis le premier d'une longue liste. Ce qu'ils ont réussi à faire au niveau du discours, c'est de m'écarter en laissant entendre, ah oui, non, non, ça c'est une question morale, vous c'est autre chose. Et qu'est-ce qui est arrivé après? Parce que ce qu'on sait au niveau des politiques françaises, mais ils ne l'ont pas fait qu'en France, ils l'ont fait en Algérie à l'époque, ils l'ont fait au Maroc, qu'est-ce qu'on fait? On intervient par rapport à une personne, par rapport à une organisation, et on regarde comment les gens réagissent. S'ils réagissent, on sait qu'il faut faire attention. Mais s'ils se taisent, on peut y aller. Or, après ceci, qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé ce qui est arrivé à Rachid El-Jaï. Pas de réaction. Il a risqué d'être tué. Pas de réaction. On a dit qu'on allait réagir, on ne réagit pas. Ensuite, on commence à voir une offensive
qui est une offensive par la loi et qui va dissoudre une association qui défend les droits et qui n'a jamais dit, contrairement à ce qu'on lui a fait dire, qu'il s'agissait, qui a jamais défendu un État islamique ou qui a été impliqué dans le soutien à n'importe quel mouvement islamique dans le monde ou islamiste dans le monde, mais qui travaillait ici. Et on lui a créé des relations parce que finalement, il défendait le droit. En fait, on leur a reproché d'être trop républicains parce que trop musulmans. Mais quand on est trop musulman, on ne peut plus être républicain, donc il faut tout dissoudre. Et puis ensuite, il y a eu le facteur de la solidarité. Tiens, regardez symboliquement le message qu'on a envoyé. On a touché une association où il y avait des avocats qui s'occupaient du droit, et on a touché une autre association où on s'occupait de solidarité, sans compter toutes les mosquées qu'on a fermées, en allant même jusqu'à faire pression sur certains pour voir si finalement ils allaient réagir ou pas. Et on a vu même des mosquées prendre, ou des responsables de mosquées prendre des décisions totalement incroyables sur des choses que l'imam n'avait pas dites, mais comme si la parole du ministère de l'Intérieur était parole d'évangile, et que, c'est le cas de le dire, et que de ce point de vue, il fallait le suivre sur ce point-là. Donc, de ce point de vue, on s'aperçoit qu'il y a des tests, et puis on est en train si vous voulez, de baliser pour envoyer un message extrêmement clair. Aux citoyens français, ayez peur de l'islam. Aux Français de confession musulmane, ayez peur si vous êtes trop visible. Votre visibilité vous met en danger, de n'importe quelle façon que ce soit, politiquement, socialement ou même religieusement. Et donc, de ce point de vue, il faut qu'on sache que les choses sont de cette nature-là. Et il y a une vraie peur. Aujourd'hui, il y a une vraie peur. Moi, souvent, on vient me dire, on me dit, mais il n'y a plus personne qui parle aujourd'hui pour les musulmanes et les musulmans. Il y a plus de voix il y en a effectivement, mais qui ne parlent pas forcément très fort et qui n'ont peut-être pas forcément les plateformes pour pouvoir s'exprimer. Vous, avec beaucoup d'autres, vous êtes ces voix qui expriment une présence en France aujourd'hui et qui doit être saluée et respectée. Vous, en tant que personne, en tant que journaliste, en tant qu'engagé sur le plan social, vous avez autour de vous un certain nombre de personnes qui font ce travail-là, et ça, il faut le saluer. Il ne faut pas le minimiser. Ce qui serait faux, c'est toujours de répéter « Ah, il n'y a personne, il n'y a personne ». C'est pas vrai. Il y a du monde, et puis il y en a qui ne vous mettront pas et qui ne vous donneront pas la possibilité d'intervenir à des droits qui soient plus visibles, mais ça, c'est un travail qui est... C'est orchestré, ceci. C'est-à-dire on orchestre votre visibilité ou votre invisibilité en fonction des besoins politiques du moment. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les femmes et les hommes qui sont français de confession musulmane, il faut qu'ils comprennent une chose. C'est que, encore une fois, par rapport à tout ce qui est en train de se passer, il faut, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avoir une vraie conscience de la teneur des débats aujourd'hui et de bien comprendre qu'il ne faut pas tomber dans le piège dans lequel on nous emmène en laissant entendre l'avenir de la France se décide en avril 2022 lors des élections présidentielles. C'est pas vrai. L'avenir de la France, ça se décide dans votre quotidien, là où vous êtes, dans votre voisinage, dans la présence, dans l'éducation de vos enfants, dans l'éducation, la réussite sociale, le travail, la contribution. C'est ça, aujourd'hui, l'avenir de la France. Et si aujourd'hui, le discours est aussi crispé, c'est que contrairement à tout ce qu'ils disent, c'est que l'intégration, elle a marché. C'est le contraire de ce qu'ils disent. Ils sont en train de nous dire ça marche. C'est pas vrai. Ce qui ne marche pas, c'est l'intégration strictement sociale. C'est ce qui se passe dans les banlieues, c'est de penser qu'il faut envoyer la police quand il s'agit d'encadrement social et d'éducation. C'est ça qui ne marche pas. Mais la question strictement religieuse de l'intégration, elle a marché. Les Français de confession musulmane sont français, ils vivent et ils y vivent en paix. Donc il faut de ce point de vue comprendre qu'il faut que nous fassions ce qu'on appelle en philosophie une révolution copernicienne, au sens où on change notre rapport au temps en se disant non, notre but à nous, c'est pas ce qui arrive, c'est sur le temps beaucoup plus long. Ça, c'est notre premier élément. Deuxième élément,
il faut qu'il y ait des femmes et des hommes aujourd'hui qui comprennent une chose, c'est qu'il nous faut du courage, il nous faut des interlocuteurs. Il y a énormément de femmes, énormément d'hommes qui, comme vous, parlent très bien le français, comprennent les enjeux. Eh bien, il faut avoir le courage de parler. Encore une fois, il faut réfléchir. Il ne faut pas s'exposer bêtement. Il ne faut pas s'exposer en allant comme ceci, la fleur au fusil, aller dire n'importe quoi. Non, il faut penser une présence. Il faut ouvrir des plateformes, élaborer des relations, se donner la possibilité dans ces plateformes de pouvoir entendre, de faire entendre la parole, et puis d'établir des vraies relations et des vraies alliances basées sur les principes et non pas sur l'appartenance, sur des principes. C'est ça qui est le plus important aujourd'hui et que nous devons aujourd'hui élaborer de façon beaucoup plus grande. Mais encore une fois, je l'ai toujours dit, vous savez, j'ai passé ma vie à enseigner. Là où j'ai sans doute le plus échoué dans tout mon enseignement, c'est que j'ai pu transmettre un enseignement de la substance et religieuse et spirituelle et intellectuelle. J'ai pas réussi à enseigner le courage. Ça, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Je pense qu'il faut autre chose et peut-être qu'en fait, c'est à l'inverse. Il faut un véritable enseignement spirituel intérieur pour dire à un moment donné, qu'importe ce qu'ils disent, qu'importe ce qu'ils pensent, si tu es sûr, toi, femme ou homme de cette époque, que tu es un bien pour la société, une contribution, alors vas-y, ne t'occupe pas de ce qu'ils disent, de ce au bout du compte, ce sont tes actes qui montreront que tu es une contribution pour la société. Ça, c'est sur le temps. Je vous remercie, Tariq Ramadan. Je vais ouvrir les questions. Alors, j'ai reçu déjà beaucoup de demandes. Vous allez pouvoir monter sur le live si vous avez des questions. Par contre, je vous demande de respecter toujours le thème, hein, comme on l'avait déjà fait la semaine dernière. Vraiment rester dans le thème de la question politique, la question musulmane au sein de la scène politique. Enfin, après, ça peut être décliné de plein de manières, mais vraiment, si on peut rester sur ce sujet-là, je vais faire monter une première intervenante. Sur Facebook, vous pouvez me dire si vous entendez bien tout ce qui se dit. Je pense qu'ils entendent. C'est bien. Bonsoir. Bonsoir. Alors, sur la question de la situation des musulmans en France, moi j'ai l'impression qu'il y a deux problématiques, enfin qu'il y a des torts des deux côtés. Déjà au niveau de la laïcité, parce que c'est souvent l'argument qui revient pour légitimer des critiques faites envers les musulmans ou l'islam en général. La laïcité, si j'essaie de l'observer d'un point de vue anthropologique et pas uniquement légal, j'ai l'impression qu'elle s'est transformée petit à petit en nouvelle religion de la République française. Et c'est surtout en fait la réflexion d'un anthropologue dont j'ai oublié le nom qui m'a fait remarquer ça, où il explique que les immigrations qui ont lieu, donc que ce soit par les Espagnols ou les Maghrébins, prouvent en fait que le monothéisme n'est pas compatible avec non, pardon, que le monothéisme n'est pas compatible avec la République. Sauf que je pense que là où ça bloque, c'est que la France, au moment de la laïcité, n'a pas pris en compte en fait les nouvelles communautés qui sont arrivées de toute origine. Et après, l'autre souci que je trouve, c'est que les musulmans français, en général, je trouve qu'on est beaucoup trop passifs, parce que quand je vois les critiques qu'on se prend, les remarques qu'il y a à la loi du séparatisme, je trouve qu'on s'est montré beaucoup trop passifs et paresseux. Donc, je peux comprendre qu'à l'époque de nos grands-parents ou même de nos parents, la priorité n'était pas forcément là, c'était de travailler, de fournir une bonne éducation aux enfants. Mais en tout cas, ma génération, je pense qu'on a tous les outils pour pouvoir mener, pas forcément un combat, mais pour prouver que si on peut être monothéiste, et je parle des chrétiens, des juifs, peu importe, et être compatible avec la laïcité, que la laïcité n'est pas une religion. Et on peut l'apprendre d'un point de vue légal, anthropologique ou historique. La laïcité n'est pas une religion, et je ne détermine pas à quel moment on est passé d'un principe de neutralité à une nouvelle religion. Tu as une question particulière à poser à Tariq Ramadan ou bien tu voulais juste… Mais du coup, comment on peut en fait essayer de faire de repositionner en fait la laïcité sur son principe de base? C'est comment le prénom? Rizlen.
Rislaine. Merci Rislaine pour cette intervention et je crois que vous avez raison sur sur vos deux remarques. Il y a une chose que je disais comme vous il y a quelque temps, au début de la question de la réflexion sur la laïcité, au début fin des années 80, début des années 90, et que j'ai cessé de dire. C'est que j'ai pensé comme vous, effectivement, que ce qui s'était passé à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, dans le fait d'avoir façonné la laïcité, était spécifique et n'avait pas tenu compte par la force des choses, parce que ça n'était pas historiquement une présence forte du fait musulman. C'était essentiellement une production du catholicisme majoritaire dans un débat interne pour aussi penser comment on allait traiter la question juive et comment on allait traiter la question protestante. Et à un moment donné, je disais moi-même, mais en fait, il faut que la laïcité tienne compte aussi de cet élément de la présence de l'islam. Et en fait, c'était une erreur de le dire. Ce que je crois, hein. Peut-être après on n'est pas d'accord, mais moi j'en étais arrivé à cette erreur. Pourquoi? Parce qu'en discutant avec la Ligue de l'enseignement, Borino, Poussinesque, un certain nombre de personnes qui sont Bobéro, qui sont des spécialistes de la laïcité, en fait, si on revient à la façon dont s'est constituée la laïcité, fin du 19e siècle, début du 20e siècle, on s'aperçoit qu'en fait, dans ce qu'elle est, dans sa lettre et dans son esprit, on n'a aucun problème, nous. On n'a absolument aucun problème avec l'esprit et la lettre de la laïcité, si et seulement si elle est appliquée de façon égalitaire et de façon cohérente pour tous, sur le plan légal. Mais là où, donc, sur le plan légal, il n'y a pas besoin d'ajouter, oui, non, mais ça s'est pensé sans nous. Non, non, même si ça s'est pensé sans nous, nous qui sommes arrivés après coup, bah, ça nous convient très bien. Juste appliquez-le. Du plan légal, appliquez-le, ne changez rien. Parce que vous nous avez dit pendant des années, alors vous voyez pourquoi je vous dis ça, parce que pendant des années, la critique qui nous a été faite, c'est de dire, vous les musulmans, vous voulez changer la loi en disant, ben on n'était pas là, il faut changer la loi. Ben, nous, on dit le contraire, on dit, on n'était pas là, mais ça nous va très bien. Parce qu'en fait, ce n'est pas nous qui voulons changer la loi, c'est vous. C'est vous qui voulez restreindre la question de la visibilité, c'est vous qui voulez restreindre. En fait, qui est en train de changer la loi? Les musulmans, les Français de confession musulmane? Mais pas du tout. C'est un État qui est de plus en plus liberticide et puis qui veut diminuer l'espace dans lequel, finalement, les musulmans n'avaient aucun problème dans la laïcité telle qu'elle était comprise par le grand courant historique. Donc, on n'a pas besoin de ceci. Maintenant, ce que vous dites qui est très vrai, c'est qu'on est passé de l'expression légale à l'expression idéologique. Ce que vous appelez anthropologique et qui fait qu'effectivement, la façon dont nous défend la laïcité, ce n'est plus simplement, on nous a dit oui, c'est sur le plan légal, et nous, on s'est battu sur le plan légal en disant on sera citoyen, on va faire ceci, on va faire ça. Tout à coup, on s'est rendu compte, mais en fait, c'est pas ça votre problème. Votre problème, il n'est pas sur le plan légal, c'est que vous avez fait de la laïcité une sorte de marqueur identitaire de la nation dans laquelle on se prépare. C'est-à-dire qu'en fait, on est devenu légalement des citoyens, nationalement des étrangers. On a ce nouveau statut de citoyen étranger. Parce que notre religion, vous en avez fait un élément exogène à la laïcité. Alors, on vous dit que légalement, on n'a pas de problème, mais c'est sur le plan national qu'on a créé un autre problème. Donc, vous voyez que chaque fois que vous tenez un élément, on va vous prendre par ailleurs. Et nous, c'est ce qu'on nous a dit dans les années 90. On disait, ah, ceux-là, ils sont très, très, très dangereux. C'est pas parce qu'on n'était pas dangereux parce qu'on allait poser des bombes. On était dangereux parce qu'on commençait à comprendre. On a compris le jeu. On a compris ce qui était en train de se passer. Cette espèce de déplacement du centre de gravité de la question légale à la question nationale, à la question anthropologique, comme vous le dites, et même idéologique. Donc ça, c'est un vrai problème. Et maintenant, quand même, comme vous, Rislaine, il y a énormément, comme d'ailleurs Faiza et tellement d'autres acteurs français de confession musulmane, ça vous l'avez compris, vous avez compris qu'il y avait un problème, que nous on n'a aucun problème avec la laïcité qu'on dit bah, appliquez-la, bien sûr qu'on veut que vous appliquiez, et n'en faites pas une religion en nous disant maintenant il y a ces temples, il y a ces espaces sacrés, tout ceci, non, c'est pas une religion la laïcité c'est un espace légal et social dans lequel toutes les religions sont le bienvenu tant qu'elles respectent la loi commune, on est d'accord? Donc là-dessus nous on n'a pas de problème. Donc, on a compris ce jeu-là. Et ça, une fois qu'on l'a compris, ça vient à votre deuxième remarque.
Et votre deuxième remarque, c'est de dire, mais quand même, quand on a compris tout ceci, quand maintenant on arrive à la 4e, 5e, voire bientôt 6e génération de Français de confession musulmane, il faudrait à un moment donné qu'on arrête de se laisser faire, quand on nous relance et qu'on nous refait systématiquement la même histoire. C'est pour ça que le début de la discussion avec Faiza était important, c'est de dire, mais est-ce que c'est nouveau ça ou pas? Mais non, c'est pas nouveau, mais c'est récurrent. C'est une certaine façon de ramener systématiquement ce serpent de mer, parce que ça, c'est comme ceci, qu'en entretenant la peur, on gagne des votes. Voilà. On entretient la peur, on gagne des votes. Et là, c'est à nous d'avoir un discours en disant, non, attendez, de quoi vous parlez aujourd'hui? De séparatisme, un mot que vous avez emprunté à la politique chinoise qui traite les Ouïghours, qu'ils mettent dans des camps de concentration de séparatistes. C'est où sont les séparatistes? Nous, on dit exactement le contraire. Nous, on ne veut pas se séparer, on veut faire partie du destin national. On fait partie de la société, on fait partie d'un projet dans lequel on défendait. Qui est séparatiste? Qui aujourd'hui, sur le plan social, est en train de se mettre dans des résidences, partir dans des zones périurbaines et ne plus se mélanger? Qui aujourd'hui est en train d'entretenir des cités et des banlieues où les gens sont tous de la même couleur, du même milieu social, et c'est soit on a le même statut social, soit la même couleur et la même religion. Qui est en train de faire ça? Et donc, c'est là où vous avez raison, où se développe cette pensée de jeunes femmes et de jeunes hommes qui sont complètement français, mais qui ont le courage de dire, attendez, je ne vous permets plus de me dire où je suis, d'où je viens et ce que je dois faire en fonction de la façon dont vous parlez de moi et de vous déterminer ma terminologie. Maintenant, je vais prendre possession de ma terminologie. Et ce que disait Faiza était important, refuser d'être les objets du discours d'autrui et devenir les sujets de notre histoire, ce que je dis depuis des années. Et là, il faut qu'on continue. Donc, vous voyez, des fois, moi, j'ai eu l'impression, et même maintenant, même ce soir, je me dis, je me répète, c'est des choses que j'ai déjà dites, mais il y a quand même quelque chose qui est différent. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, comprenez bien une chose, Zemmour n'est pas destiné à gagner les élections qui viennent. Zemmour, il est destiné à les perturber tout en normalisant un discours extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. C'est ce discours qui banalise le fait que, en fait, vous êtes un problème, non pas dans l'extrême de l'interprétation, mais de la norme de votre identité. L'islam est le problème. C'est pas l'islamisme, et c'est le musulman pratiquant qui va devenir un problème. C'est le musulman qui a une idée de sa mémoire, qui est fier de ses origines et qui transmet ceci, qui va devenir un problème. Et cela, il se peut tout à fait qu'il va, par sa présence, momentanément, affaiblir Marine Le Pen, qu'en dispersant les voix, il affaiblisse le parti politique, mais qu'il fasse gagner l'idéologie politique. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que l'idéologie du parti, elle va se répandre au-delà du parti, pour que quelqu'un vienne après et en sème et en récolte. Et il se peut tout à fait qu'en fait, la perturbation de l'élection de 2022, ce soit la préparation d'une jeune qui semble s'amuser de la fragilité de sa tante parce qu'elle a des vues politiques sur l'avenir. Et que c'est peut-être ceci qu'on nous prépare aujourd'hui. Donc, je ne pense pas du tout, contrairement à ce que disait Zemmour, qu'il a en tête les prochaines élections. Il faut vraiment le faire, mais je pense que c'est un jeu politique qui est en train de normaliser le discours le plus dangereux que nous ayons eu en France sur la question de la citoyenneté et de la diversité citoyenne depuis des décennies. Et du coup, est-ce qu'il y a une chance quand même qu'on parvienne à une rupture de ce cycle? Ben, ce que vous dites, qu'à un moment donné, la rupture de ce cycle, comment est-ce qu'un cycle se rompt? Quand une conscience s'éveille, quand une conscience réelle s'éveille, c'est-à-dire que la passivité dans laquelle nous voyons aujourd'hui, ça ne se jouera pas chez Hanouna, ça ne se jouera pas sur C8, ça ne se jouera pas sur BFM. Ceux-là, ils font de l'argent sur la peur. Ça se jouera sur
mettre nos confiances sur apaiser les peurs des gens qui sont autour de nous, c'est-à-dire de se présenter, d'être présent politiquement, c'est-à-dire au niveau des facs, au niveau des écoles, au niveau des dynamiques sociales. Je veux dire, à l'époque, moi je disais dans les années 90, je disais, les associations musulmanes, c'est le tissu associatif le plus dynamique de la France. Et c'était vrai. Mais on nous a fatigués. Et là, aujourd'hui, on est en train de fermer des associations. Il y a des personnes qui sont fatiguées. Donc, cette plus jeune génération, à un moment donné, il faut qu'elle comprenne une chose. Oui, vous avez raison, le terme, il est très bon. Il faut une rupture. Il faut une rupture. Pas une rupture violente, mais une rupture consciente. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut mettre un terme à cela. Et il faut que des nouvelles énergies intellectuelles et des nouvelles présences soient là. À un moment donné, il faut monter au créneau et il faut arrêter cette idée de penser qu'un leader ou quelqu'un qui parle, c'est lui qui fera le travail. Mais non, c'est des dynamiques collectives qui feront le travail. Il y a deux mots qui sont importants, le collectif et la durée. Sur le temps long, à plusieurs. Sur le temps long, à plusieurs. Et non pas une personne dans l'immédiateté qui va à une émission et puis qui se fait plaisir en ayant envoyé deux punchlines en se disant voilà. Parce que les deux punchlines que vous envoyez à Zemmour dans une émission de télévision qui vous donne l'impression que vous avez gagné, sur le temps long, c'est lui qui gagne. Parce que vous avez juste prouvé que vous étiez dangereux. Donc, le temps long et la diversité, la multiplicité, la collectivité. C'est cette conscience-là qui est la conscience. C'est ça la rupture, en fait. D'accord. Merci beaucoup. Je te remercie, Rizlen. Bonne soirée. Bonne soirée. Oh. Je vais Bonne soirée. Une autre personne. Je vais faire monter deux personnes en même temps. Si vous pouvez couper vos micros tant que, enfin, à tour de rôle pour pas qu'on ait des sons. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou pas? Ben, ils ont tellement coupé le micro qu'on les entend plus. On les entend plus. Bon, ok. Accepter. Je ne sais pas si moi j'ai des questions. Ok, là, ça répond pas. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Salam alaikum. Alaikum salam. Ça va, vous allez bien? Oui, et toi? Ça va. T'as une question? Moi, en fait, je voulais dire par rapport à Éric Zemmour, le fait d'en parler, ça fait qu'augmenter le fait de le suivre et de parler de lui, ça fait qu'augmenter l'audimat. Et en fait, on le fait de la pub, en fait. Faut pas le calculer. Moi, je pense qu'il faut pas le calculer parce que des gens comme lui, il y en a eu et il y en aura toujours. Et faut s'unir entre citoyens et voilà quoi. Faut pas parler de lui quoi. Moi, j'écoute même plus ce qu'il dit. Voilà, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Donc, c'est comment le prénom? C'est Ferras. Ferras. Ouais. Merci, Ferras. Ouais. Une réaction à ce que vous dites. Oui. Bien sûr qu'à un moment donné, on a bien compris comment se faisait le jeu médiatique. C'est-à-dire que, d'ailleurs, il y a un truc qui était assez intéressant récemment, c'est qu'il intervenait sur un débat avec Mélenchon sur BFM TV et France Info invitait Fogiel, donc directeur de BFM TV, pour lui dire mais pourquoi vous faites de la pub en parlant de lui? Et Fogiel leur dit mais vous m'invitez moi pour qu'on parle encore de lui sur votre chaîne. Donc en fait vous faites exactement ce que vous me reprochez de faire et ce que vous cherchez, c'est aussi le buzz et c'est aussi l'audimat. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que partout où il passe, il fait de l'audimat et qu'il y a une vraie
il y a en fait une surenchère qui est faite sur lui et chacun dit on ne peut plus parler de lui, mais tout le monde en parle et finalement on fait une surenchère. Et donc votre position à vous, c'est de dire, ben, quand on voit que tout ça c'est un jeu et que c'est une vraie manipulation, parce qu'il y a de la manipulation là-dedans, ben, il faut arrêter d'en parler. Alors je suis d'accord sur un point et je suis en désaccord sur un point. Je suis d'accord qu'il faut à un moment donné cesser de parler de lui et de ne pas être obsédé. D'ailleurs, en fait, si vous voulez avoir des gens, des followers sur Facebook, vous mettez une photo de lui avec un commentaire déplaisant, vous avez des gens qui viennent. C'est-à-dire, les gens qui le critiquent le plus, ce sont ceux qui lui font le plus de pub aussi. Là-dessus, on est C'est ça. d'accord. Voilà. Vous avez complètement raison. Là-dessus, vous êtes d'accord. Ouais. Maintenant, c'est là-dessus où je suis d'accord. Mais il y a une chose dont on ne peut pas faire l'économie. C'est d'essayer de comprendre l'articulation de son discours et qu'est-ce qu'il prépare. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se joue au-delà de la personne? Et c'est ça qu'il faut analyser. Plutôt que de parler de Zemmour, quand quelqu'un vient et qu'il dit à la télévision française, il dit, moi, mon problème, c'est pas l'islam politique, c'est pas ci, c'est pas ça, c'est l'islam. L'islam, en soi, est incompatible avec la République française. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, c'est pas l'homme. L'homme, je m'en fiche. Il est très, très, très dangereux. Il est soutenu, il est Oui, instrumentalisé. oui, Mais ce mais qui déjà m'intéresse. par rapport. Alors, juste si je peux terminer Oui, excusez-moi. allez, sur cet élément-là, c'est de Ouais. dire il faut qu'on fasse l'analyse de à quoi il sert. Alors, il sert à développer un discours qui pousse un peu plus loin la question de l'islam comme étant perçu comme un danger, baliser et normaliser des thèses d'extrême droite, de lier l'islam systématiquement avec la question de l'immigration, et puis de développer une idée de la nation française, d'ailleurs ne serait-ce que dans son titre, hein, la France n'a pas dit son dernier mot, quelque chose qu'il faut analyser. Qu'il faut analyser pourquoi? Parce que son succès est proportionnel à la peur qu'il diffuse partout dans ce pays. Et si nous, on veut répondre à la peur, il faut voir ce qui l'alimente. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut voir ce qui l'alimente. Donc, je suis d'accord qu'il ne faut pas, et il faut faire très très attention de ne pas tomber dans le piège de la personnalisation du débat autour de lui. Et il faut à un moment donné se poser la question de qu'est-ce qu'il porte? Parce qu'il se peut effectivement, vous savez, la fois où après il a été condamné, où il est allé parler au colloque de Marion Maréchal, c'est ça? C'est Marion Maréchal, il s'appelle Marion Maréchal. Donc il est allé parler là-bas. Il y a un terrain, on prépare quelque chose en France en ce moment. Au-delà de Macron, on prépare quelque chose. Ça, il faut de ce point de vue-là qu'on le comprenne, qu'on y réfléchisse, et puis que l'on sache comment intellectuellement, socialement, culturellement, même religieusement, on va y répondre. C'est pour ça que je suis d'accord et pas d'accord. Ouais, je comprends ce que vous voulez dire. Mais après, déjà, euh, il passe suffisamment dans les médias pour que nous, on alimente le truc, en fait. Parce que si les gens, ils regarderaient pas, par exemple, le débat qu'il y a eu avec Mélenchon, si la majorité des musulmans, ils regarderaient pas son débat, ben, ça fait perdre l'audimat et voilà, quoi. Non mais, Lui, c'est ce qui le fait marcher, c'est l'audimat. Valès, Oui, oui, il faut, par rapport à vos concitoyens, faire acte de réalisme. Oui? Vos oui. concitoyens de confession musulmane, ils sont comme tous les Français. Je veux dire, moi, je suis passé à des émissions, mais même Faiza, elle est passée à des émissions. Il y en a certains, quand ils nous voient passer à des émissions, c'est comme un match de foot. Ils vont à un match de foot. C'est un match. C'est un match de boxe. Il va y avoir des punchlines. C'est bien. On est dans le degré zéro de la réflexion. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Donc, l'idée qu'il pourrait y avoir un boycott de ces émissions-là ou qu'on arrête de regarder, ça risque pas de se faire. Donc, il faut avoir une Ouais, position. mais Non, il faut avoir une position. par exemple, ce qu'il dit, lui, par exemple, ce qu'il dit, par exemple, sur l'islam n'est pas compatible en France, déjà, tout ça par rapport aux droits de l'homme.
ça se fera jamais, quoi. Euh, il y a des droits de l'homme, donc les personnes, ils ont le droit de pratiquer leur religion. Et voilà, quoi. Tout ce qu'il dit, en fait, même par rapport aux lois, ben, il n'est pas crédible. Non, mais là, voilà, ça, voilà. Par exemple, Fares, là, vous venez de porter une opinion sur ce qu'il dit, sur son message, en disant, entre ce qu'il dit, qui est totalement fermé, et la loi française, ça passera pas ce qu'il dit. Sauf que, sauf que, peut-être pas dans votre quotidien, vous, mais dans le quotidien de beaucoup d'associations, dans le quotidien de beaucoup d'acteurs, on a entretenu en France une véritable suspicion qui fait qu'à un moment donné, même les droits ne sont pas respectés. Et que si, d'un point de vue général, on peut laisser entendre que non, ça passera pas, mais du point de vue du quotidien de beaucoup de femmes et d'hommes, la suspicion est entretenue, la discrimination est entretenue, et ça va loin, parce que c'est de la discrimination à l'emploi, parce que c'est la discrimination à l'habitat. Donc, attention, l'idée de dire on va mettre tous les musulmans dehors, il n'a jamais dit ça. Mais le fait de d'avoir un discours qui jette la suspicion sur pratiquement tous les musulmans qui pourraient être pratiquants, c'est ça le problème. Et c'est ça le danger. Donc c'est vrai ce que vous dites. Littéralement, ce qu'il dit, ça n'arrivera pas. Mais les conséquences symboliques, sociales, culturelles de ce qu'il dit sont graves. Mais attendez, quand même que vous rendiez compte d'une chose. La dernière loi là, sur le séparatisme, on a changé le nom hein, parce qu'il avait utilisé séparatisme pour ne pas dire communautarisme, puis finalement on a dit c'est la loi pour la défense de la laïcité, ou, etc. Et On a changé. Donc on a changé le nom, mais on a gardé la substance. Mais quand vous l'étudiez, quand vous étudiez cette loi, quand vous étudiez ce qui est dit, ce qu'on a poussé des associations musulmanes à signer et que certains l'ont fait, vous pouvez vous dire, oui, dans l'ensemble, ça n'arrivera pas à ce que disait Moore. Mais on va déjà très très loin de ce qui n'est pas acceptable sur le plan de la liberté, sur le plan des manœuvres liberticides, des politiques qui nous enlèvent nos droits. Et donc à partir d'un certain moment, il faut qu'on comprenne que même si, comprenez bien une chose en politique, comprenez bien une chose en politique, c'est un conseil, j'atteins l'âge où je peux donner un conseil de vieux, d'accord? Comprenez bien. C'est-à-dire que, et c'est pas nouveau, on le fait dans tous les pays du monde. Et ceux qui sont les spécialistes de ceci, ce sont les Américains. On vous lance un sujet controversé avec un excès absolu. C'est pas possible, c'est un truc de fou. Mais votre réaction de choc à la première va pratiquement annihiler votre réaction à une deuxième qui est plus douce, mais qui est tout aussi dangereuse. Vous voyez? C'est-à-dire, vous choquez par le pire et vous vous habituez au grave. D'accord? Ben ça, c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est-à-dire, on rentre les pics, on fait des choses, puis après, peu à peu, on normalise. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à l'heure qu'il est, combien il y a de citoyens français de n'importe quelle confession qui sont au courant de toutes les associations, de toutes les surveillances, des femmes et des hommes, des associations, des mosquées en France aujourd'hui, combien le savent? Est-ce que vous le savez? Ben non, on ne le dit pas parce qu'on normalise dans le silence quelque chose qui est un vrai programme de surveillance. Un vrai programme de surveillance. Là, ça ne va pas. Là, ça va pas. Mais quand je dis ça ne va pas, je ne le dis pas pour nous musulmans comme des victimes, je le dis pour n'importe quel État démocratique. Ça ne va pas quand on est dans une démocratie de gérer une partie de sa population de cette façon-là et de la soumettre à la suspicion généralisée. Ça ne va pas. Ça ne peut pas être l'avenir d'une société parce que finalement, ça se retournera contre nous tous. Si une minorité de citoyens est soumise à la stigmatisation et à la surveillance, il faut que la majorité sache qu'on ne surveille pas une minorité sans avoir des vues sur sa majorité. C'est aussi ça. Très bien. je te remercie, Ferras, de Allez, merci. Bonne soirée à vous. parler Ah, c'est Ferras qui paraissent. Fares. Fares, c'est ça. Ouais.
Ouais. Très bien. Allez, bonne soirée à vous. Bonne soirée. Bon courage. Salam alaikum. Avec Wa alaikum. Et ça, tu vas bien, Tariq? Salam alaikum. Alhamdulillah. Wa alaikum salam. Du coup, petite question, parce que on parle beaucoup de Zemmour, de combattre son idée, etc. Enfin, de le combattre lui plutôt. Est-ce que c'est pas plutôt les idées qu'il faut combattre plutôt que l'homme, dans le sens où le combat qu'il mène maintenant, avant ça, il a été mené par Jean-Marie Le Pen, par Marine Le Pen, demain, il sera peut-être mené par Jean Messia, et par, une fois que Jean Messia sera fini, peut-être par quelqu'un d'autre. Donc, est-ce que le plus important, c'est de regarder que Zemmour, 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 et de ne parler que de l'homme, ou notamment de ses affaires, etc. Ou est-ce qu'il faut être beaucoup plus généraliste que ça, et du coup, attaquer l'idée enfin l'idée, si on peut appeler ça une idée, qu'est l'islamophobie, plutôt que l'homme, parce qu'en fait les hommes vont se succéder. Demain peut-être que Zemmour il aura un scandale et on n'en parlera plus, il y aura Jean Messia, il y aura un tel et il y aura un tel, et en fait les gens vont se suivre les uns les autres avec à chaque fois les mêmes idées, voire même à chaque fois des idées de plus en plus graves. Oui, alors, bon, c'est comment le prénom? C'est Hassan. Hassan. Hassan, c'est ça? Ouais. Oui. Enchanté. On a un peu parlé de ceci tout à l'heure, donc je vais peut-être pas forcément revenir et répéter tout ce que j'ai pu dire, mais ce que vous dites est juste. Au bout du compte, aujourd'hui, vous savez, il faut avoir une sorte de dignité citoyenne, et il faut avoir une sorte de distinction dans le paysage politique actuel. Moi, j'ai souvent répété d'ailleurs que de tous ceux qui font des attaques personnelles, Zemmour ne le faisait pas, Finkielkraut ne le fait pas. Ils sont rares, hein, ceux qui attaquent pas les personnes quand ils n'ont rien à dire ou quand ils sont dans un débat. Nous, notre distinction, elle doit être de placer notre présence sur le plan politique comme sur le plan intellectuel dans le débat des idées. Nous, on débat d'idées. On ne va pas commencer à faire des condamnations sur les personnes ou des obsessions sur les personnes ou des condamnations morales. Ça, nous, on n'entre pas parce que ça n'est ni ce que nous enseigne, ce que nous croyons, ni ce que doit être une société démocratique. On développe un rapport aux idées. Et donc, c'est tout à fait juste ce que vous dites par rapport à ces idées qui se développent aujourd'hui en France et qui s'installent. Il faut effectivement aujourd'hui construire un discours, construire une réflexion, construire une vision qui comprenne que finalement, tout ceci, ce sont des gens qui passeront. Effectivement, il y a Zemmour aujourd'hui, il y a Messia, il y a tous ces acteurs aujourd'hui. Laurent Sayer. Il y a même ceux qui sont des animateurs comme Pro et tout ceci. Tout cela, c'est Pro, c'est ça? Il s'appelle Pascal. Ouais, Pascal Pro. Ouais. Donc, et puis que vous voyez aussi à BFM TV, tout ça, on le sait. C'est pas une question de personne. Donc, nous, il faut se positionner sur les débats d'idées fondamentalement ancrés sur des principes. Il faut qu'on se distingue de ce point de vue-là. Quand les gens ont envie de personnaliser, nous, on ne va pas personnaliser. On ne va pas rentrer dans ce débat-là. On va en faire une affaire d'idées, une affaire de messages, une affaire de paix sociale, une affaire d'engagement et de contribution. Et sur le long terme, c'est ça qui doit l'emporter et non pas notre obsession de la personne. Et certains, vraiment, ils ont développé, c'est ça qui est un peu délicat dans tous ces réseaux sociaux. On a développé une espèce de mentalité du clash, une mentalité de la confrontation. Non, c'est pas ça qui est important. Le but, c'est pas de confronter à Zemmour, c'est de dépasser la dangerosité de sa pensée et de son idéologie. C'est de ça dont il s'agit. Ok, merci pour avoir répondu à ma question. Merci. Et salam à Sofiane du coup. Merci l'équipe. Je te fais descendre. Ouais. La parole à Tu précisé, Hassan, que c'était toi. Hein. C'était le Hassan d'hier.
Ah, ah d'accord. Ok. Enchanté. Ouais. Il se déplace toujours dans le noir. Salam alaikum. Ouais, complètement. Bon, écoute, Talak, j'ai une question qui revient parce que le sujet de l'islamophobie nous a fait beaucoup discuter justement des lois et de ce que cachent les lois, puisque tu parlais de ça. Ce que je trouve d'extrêmement oublié quand il s'agit de dialogue entre les musulmans, c'est justement la question sociale. C'est que si on parle d'islam, c'est aussi parce qu'on cache une certaine paupérisation de la société. Et je pense que c'est finalement la bonne affaire aussi de ce gouvernement de pouvoir parler de ça et que nous on réagisse sur ça tout en oubliant que l'immense majorité de certains citoyens qui vivent justement cette question de pauvreté, cette question de déclassement. Est-ce que c'est pas grave aussi à notre niveau de parler de la question des lois, de parler de la question de l'islam, sans se rendre compte de ce que génère le capitalisme aujourd'hui, sans se rendre compte de la puissance que génèrent les multinationales aujourd'hui, même en France. Donc le discours sur l'islam, on peut pas le dissocier de la question sociale. Je te laisse répondre. Non, mais bon, je suis d'accord avec ce qui. Après, encore une fois, euh, je pense que c'est une vraie question de compréhension et de stratégie. C'est comme dans toutes les situations où on a en face de soi soit un problème, soit un obstacle, soit un ennemi. Comprendre, c'est-à-dire faire l'état des lieux et développer une stratégie par rapport à ce qu'on a compris. Or, aujourd'hui, sur la question française, ça n'est pas nouveau. Ça n'est strictement pas nouveau de déplacer le centre de gravité du débat politique et social, des vraies questions sociales, sur des questions qui sont annexes pour détourner l'attention. Oui, c'est-à-dire on va détourner, au lieu de parler du social, on va parler du culturel. Au lieu de parler du social, on va parler du religieux. Et donc on déplace en disant, au lieu de parler du social, on l'a fait auparavant avec l'extrême droite, on va parler de l'étranger. Donc c'est l'étranger qui est le responsable du fait de la violence, du fait du chômage, etc. Tout ça, ce sont des manœuvres qui sont connues en politique. C'est pas nouveau. C'est pas tout nouveau. Donc, une fois qu'on sait ceci, c'est de se dire, voilà, comment on résout, comment on approche la quadrature de ce cercle-là? Qu'est-ce qu'on fait quand on est en face de ça? Alors, il y a deux erreurs. La première erreur, c'est de ne parler que du religieux, en disant plus que vous dites que l'islam c'est un problème, puis donc on a une question où on est strictement fondé dans une discussion religieuse et on oublierait la question sociale. L'autre erreur, c'est de ne parler que du social en oubliant qu'il y a quand même une véritable réflexion à avoir sur la question religieuse, parce que c'est un vrai débat. Donc, ces deux erreurs-là, il faut les éviter en se disant, voilà, une fois que j'ai compris où était l'enjeu, comment j'aborde les questions? Eh bien, j'aborde les questions en mettant en évidence déjà quelle est notre réponse sur le plan strictement religieux, c'est-à-dire de ce qui se présente aujourd'hui ou qui est présenté aujourd'hui comme étant le problème, en quoi je peux montrer que la référence religieuse, elle n'est pas un problème, elle n'est pas le problème. Et que s'il y a un problème, et ça peut exister historiquement, eh bien, ça doit nous amener, nous, sur le plan de notre réflexion religieuse, à apporter une solution et des contributions. Et ce que les gens ne savent pas, beaucoup de nos interlocuteurs ne savent pas en Europe, c'est que depuis 50 ans, la pensée musulmane occidentale a beaucoup évolué. Elle a beaucoup travaillé, elle a beaucoup apporté de contributions pour comprendre le contexte. Déjà simplement parce qu'elle est passée d'une pensée exogène
à une réflexion endogène, c'est-à-dire portée par la présence et la société et la citoyenneté. Et donc, tout ça, ce sont des éléments qui sont importants parce qu'à un moment donné, on ne comprenait même pas ce que ça voulait dire. Je veux dire que vous êtes un citoyen marocain ou un citoyen algérien, ça n'a pas du tout la même portée que de dire, avec les prérogatives qui sont les vôtres, que vous êtes un citoyen de société occidentale. C'est autre chose, c'est d'autres dimensions, c'est d'autres questions. Et donc, il a fallu faire tout ce travail-là. Et ce travail-là, il faut le comprendre comme un vrai défi. Et ce que nos concitoyens ne savent pas, mais ça c'est notre faute, c'est que nous avons beaucoup travaillé cette question et qu'il y a une véritable énergie créatrice dans la pensée musulmane contemporaine que jamais nous n'avons vécu comme le littéralisme de certains courants. Il y a une véritable énergie fondamentalement fidèle et essentiellement réformatrice, mais fidèle au principe. Donc ça existe. Et l'autre chose, c'est de vraiment poser les questions sociales. Mais là, moi, je vais t'interpeller, toi, Sofiane, et tellement d'autres que j'ai connus sur les bancs de la dynamique politique. Quelle est notre contribution à la question sociale? Qu'est-ce qui vient aujourd'hui de citoyens français de confession musulmane, si ce n'est à des moments donnés de soit s'engager dans la gauche telle qu'elle fut, avec son histoire, telle que, ou l'extrême gauche, et encore une fois, tout ceci est louable et acceptable, mais à un moment donné, est-ce que la présence de ces Français, qui viennent du Sud souvent, qui viennent de pays qui ont vécu la colonisation, quelle est dans notre présence Il y a un problème de son ou c'est que chez moi? que nous apportons au débat politique sur la Il y a un question problème de son. Ouais, il y a un problème de son. sur la question d'écologie. Est-ce que, par exemple, nous sommes allés suffisamment puiser dans notre mémoire, puiser dans notre référence pour ajouter à la conscience occidentale l'expression d'une référence qui peut reposer la question sociale, reposer la question de l'emploi, reposer la question économique et sociale? Est-ce que ça, on l'a fait? Eh bien, pas assez, pas suffisamment. Et donc, à partir d'un certain moment, je suis désolé, je suis obligé de constater que le discours social de la présence d'occidentaux de confession musulmane est extrêmement pauvre. Je dirais même que la pensée chrétienne, avec le discours social qui est venu de la plus haute instance, par exemple catholique du pape, le discours social à un moment donné, avec tout ce qui s'était même développé jusqu'en Amérique du Sud, a été beaucoup plus porteur de contributions sur les dynamiques de base parmi les communautés chrétiennes qu'il l'est par rapport aux communautés musulmanes qui n'ont pas réussi à théoriser ça encore. Alors moi, à un moment donné, quand je voulais écrire ce livre, et que, Inch'Allah, un jour j'écrirai sur la théologie islamique de la libération, c'était ça, c'était l'idée de quelle est notre contribution sur ce plan-là, qui va associer les deux sans les mêler, sans les mélanger. Parce que être inspiré par un souffle spirituel dans un engagement social, ce n'est pas contre la laïcité, au contraire, c'est même l'essence même de faire la distinction des espaces sans le divorce des référents. La distinction des espaces sans le divorce des référents. Ça, c'est quelque chose que nous avons à faire. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Le paysage disait tout à l'heure, oui, on soit des sujets, oui, ben, faut assumer d'être un Il y a sujet. un problème avec le son. Un sujet, ça agit, un sujet, ça apporte, c'est créateur. Sinon, on est des objets. Sinon, on attend que d'autres pensent pour nous la déroute qui est la nôtre à l'heure actuelle sur un certain nombre de questions sociales. J'ai pas entendu la dernière phrase. On a un problème de son. Je ne sais pas si vous nous entendez ou pas correctement. C'est moi, c'est le son à moi qui passe Oui. pas. Votre son, d'un coup, il a diminué. Genre, C'est mon son à moi qui a diminué. ouais, on devait être à 10% là. Sur la fin, on n'a pas tout entendu. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Oui. Là, c'est bien? Oui. Donc là, le son est revenu. Non, je disais, je me souviens plus de ce que je disais. Je disais qu'il faut, de ce point de vue, que nous soyons, pour résumer, beaucoup plus créatifs et beaucoup plus porteurs une valeur rajoutée aux questions sociales aujourd'hui.
je vais juste prendre un exemple. De quoi aujourd'hui, je prends l'exemple de la France, mais c'est vrai dans beaucoup de sociétés, en particulier aux États-Unis ou même en Angleterre aujourd'hui. Je disais, j'ai beaucoup répété. Là, vous m'entendez bien? C'est bon là? C'est pas, la qualité n'est pas aussi bonne que tout à l'heure, mais ça reste audible là. Mais pourquoi? Parce que moi, j'ai rien touché. Non, mais on a vu en plus qu'il y avait, je sais pas, d'un coup ça. Alors, du coup, faut peut-être vérifier sur Facebook si les gens vous entendent encore parce que. Est-ce qu'en Facebook, le son. Non, non, le son est parfait sur Facebook. Bon, alors c'est Moi, ici. moi, j'entends mieux que tout à l'heure C'est déjà. vrai que moi, j'ai l'impression que même je vous entends moins bien que tout à l'heure. Bon, Mais je vais essayer de parler plus fort. Comme ça va? oui, là on est bon. D'accord. Donc, ce que je disais, c'est, je prends un exemple. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que les milieux de gauche, bon, vous avez vu la déroute des partis sociaux-démocrates, le Parti socialiste aujourd'hui n'est plus ce qu'il était, on ne sait même plus s'il est encore. Mais ce que vous avez par ailleurs, vous avez dans les milieux de gauche une vraie question fondamentale, c'est qu'ils ont perdu le lien avec les populations de base. Parce que les populations de la base, qui hier étaient des populations ouvrières, hein, les ouvriers, aujourd'hui, la paupérisation et ce qui touche la marginalité, ce ne sont pas forcément uniquement des ouvriers qui peuvent être d'origine, c'est aussi toute une population que ces milieux de gauche ne comprennent plus, qu'ils ne représentent. Partie de la classe moyenne. Pardon? C'est une partie de la classe moyenne. Oui, on peut aussi y ajouter la classe moyenne. Mais moi, je parle pratiquement de ce que hier on appelait le prolétariat ou la classe ouvrière, etc. Et donc, mais c'est vrai que ça peut aller jusqu'à la classe moyenne. On s'aperçoit qu'il y a un vrai hiatus, il y a une fracture. Est-ce qu'un certain nombre d'acteurs de cette population-là ont les moyens, ont la volonté, ont le courage, ont l'énergie suffisante pour développer une pensée, une nouvelle dynamique politique, une nouvelle mobilisation politique à partir de ce qu'ils sont et de leurs références dans le cadre français ou européen, en respectant la loi du pays, mais en apportant une contribution qui soit nouvelle dans ce débat politique. Parce qu'aujourd'hui, on est tous conscients d'une chose. Quand aujourd'hui Macron dit ni de gauche ni de droite, c'est que nous sommes tous conscients qu'il faut une nouvelle vision, il faut un nouveau projet politique. Et non pas qu'il soit vide d'idéologie, mais qu'il se construise différemment, qu'il soit original de ce point de vue. Et on a les moyens de le faire. On a les moyens de cette contribution. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup d'acteurs politiques pour qui la présence des citoyens français de confession musulmane est perçue comme un danger, savent qu'il y a une énergie suffisante pour produire quelque chose. Mais où sont les acteurs qui peuvent faire ça? Où sont les acteurs qui vont prendre le leadership et le faire au-delà simplement de répéter ce que certains à gauche ou à gauche de la gauche vont dire en répétant ce que dit Mélenchon, en répétant ce que disent d'autres acteurs politiques, parce qu'à un moment donné, là aussi, je veux dire, quand vous répétez ce qui est dit par certains acteurs politiques, ça ne montre pas l'intelligence de votre proposition, mais la pauvreté de votre suivisme. Tu as une autre question? Non, c'est tout bon pour moi. C'est tout bon pour moi. Bon, on va clôturer, je pense, parce que ça fait déjà un bon moment qu'on est en ligne. Même à l'écrit, je vois des questions, mais en fait, dans les autres questions, moi aussi, je vous entends. Après tout. Je vous quitte. Salam alaikum. Bonne soirée à vous deux. Hop. Voilà, on est bon. Bah, merci à tous de nous avoir suivis. Merci Tariq Ramadan d'avoir participé à ce nouveau live. On n'a pas de date pour le prochain live, mais on ne manquera pas de vous informer. Et en attendant, parce que la semaine dernière, il y en a beaucoup qui l'ont fait, si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à nous en faire part pour qu'on puisse les aborder avec vous la prochaine fois.
Comme ça nous donne des idées de ce qui peut vous donner de l'intérêt ou pas. Voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi. Merci à ceux qui ont laissé des commentaires. Bon, il y en a beaucoup qui me demandaient quand est-ce que Tariq Ramadan allait se présenter aux élections. Du coup, je crois pas qu'on a peut-être une réponse ce soir, mais peut-être un jour. Non, si je me présente à des élections un jour, c'est pour être maire d'une petite commune, quelque part à la campagne. Bon, pourquoi pas. Bon, bonne soirée tout le monde. Et puis, ah non, j'ai un dernier petit truc à dire. On a diffusé depuis samedi la première interview mensuelle. Elle est disponible dans la bio de Tariq Ramadan, dans la mienne aussi, sur les comptes Instagram, YouTube, Facebook et Twitter, pour ceux que ça intéresse. Et on a parlé de la question de la crise en Afghanistan pour le premier rendez-vous. Et du coup, on vous donne rendez-vous pour la prochaine, le mois prochain. Et ça me permet de dire peut-être, oui. juste excusez-moi, oui. ça me permet de dire aussi, puisqu'on en est aux étapes des annonces, vraiment je propose à ceux qui nous suivent de continuer à regarder ce qu'on est en train d'essayer de faire dans les différentes activités. Et il y en a essentiellement trois. Il y a toute l'activité de formation où, par exemple, le but véritablement de Shifa, c'est effectivement d'avoir cette vision large fondée sur les principes. Ça, c'est l'enseignement que l'on a. Il y a les formations de prise de parole et de l'art du débat. Et puis, il y a une nouvelle chose qui rencontre beaucoup de succès. On en est content et on va continuer à le faire. Ce sont les dîners littéraires. Et encore une fois, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont déçus parce qu'on ne peut pas les faire sur le plan international. Donc, on veut vraiment faire à des moments donnés des choses qui ne soient pas filmées et qui soient simplement des moments de présence, mais pour ceux qui sont en tout cas pour l'instant dans la région parisienne, soyez à l'affût de l'information et de la publicité parce qu'en moins de 48 heures tout part, mais donc on va continuer et ça aussi c'est véritablement vous voyez, c'est tout cet enseignement qui va dans le même sens de finalement tout ce qu'on a partagé ce soir, toute cette volonté de construire une réflexion, une compréhension qui soit large, qui soit ouverte et qui soit multidimensionnelle et transdisciplinaire. Donc voilà, suivez un tout petit peu ces autres. Ne soyez pas simplement consommateurs de ces lives. Ces lives, ils sont construits aussi sur des éléments où on insiste beaucoup sur la formation et sur l'accompagnement dans la formation. Voilà. C'est noté. Merci beaucoup, Tariq Ramadan. Merci à tous d'avoir participé, commenté, animé à votre manière ce live. Et je vous donne rendez-vous à très vite. À bientôt. Bonne soirée. Merci encore, Président. Bonne soirée.